Pourquoi les chercheurs s'intéressent autant aux fruits acai? Est-ce simplement parce qu'il est considéré comme l'un des fruits les plus riches en antioxydants au monde? Ou bien y a-t-il peut-être quelque chose de plus profond derrière cette petite baie violette venue du cœur de l'Amazonie? Ce qui me fascine le plus avec l'acai, c'est pas vraiment la science, c'est surtout l'idée que des mères, des grands-mères et des peuples amazoniens entiers le consommaient déjà bien avant que les laboratoires commencent à s'y intéresser. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus je vais te partager à la toute fin de la vidéo une recette inspirée de l'Amazonie que très peu de personnes connaissent aujourd'hui. Alors installe-toi bien confortablement, prépare-toi un bon thé petit Lara sans théine et partons ensemble au cœur de l'Amazonie. Juste petit cadrage avant, je m'appelle Lara, je suis pas médecin. En revanche, je suis anthropologue de la santé digestive et je m'intéresse à la rééducation des organes, notamment celui du côlon. Et mon travail consiste à explorer les liens entre les traditions humaines, l'alimentation et la santé digestive. Et chaque fois qu'une tradition ancestrale rejoint ce que la science commence à comprendre, mon cœur d'anthropologue se met à pétiller. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la découverte de l'acai, ce petit fruit amazonien qui fascine autant les chercheurs que les peuples qui le consomment depuis des générations et que moi-même d'ailleurs. Et si cette vidéo te fait penser à quelqu'un qui, comme toi, apprécie l'intelligence sacrée du vivant, pense à la lui envoyer, il te dira merci. Alors l'acai est exceptionnel, mais pas forcément pour les raisons que la plupart des gens s'imaginent. Tu crois qu'il est particulièrement riche en vitamines? Pas tant que ça. Alors pourquoi les chercheurs s'intéressent-ils autant à ce fruit? Eh bien parce que l'acai est probablement, tiens-toi bien, l'un des fruits les plus riches en antioxydants au monde. Et pour te donner un ordre d'idée, certaines analyses attribuent à l'acai une capacité antioxydante presque 2 fois supérieure à celle de la myrtille, qui au passage est déjà considérée comme l'un des fruits les plus riches en antioxydants. Donc, c'est dire. Alors bien entendu, les valeurs qui s'affichent à l'écran varient selon la variété, la maturité et le mode de préparation. Mais lorsqu'un petit fruit amazonien affiche un tel profil, ça devient criminel de ne pas vouloir en savoir plus. Ça devient vraiment difficile pour les chercheurs de l'ignorer. Alors, qu'ont-ils découvert au-delà de sa richesse en antioxydants? Plusieurs études précliniques ont exploré les effets de l'acai sur les mécanismes liés au stress oxydatif, à l'inflammation et la protection cellulaire. Jusque-là, c'est intéressant. Mais moi, ce que je m'apprête à te dire, c'est captivant. Plusieurs études précliniques ont carrément exploré les effets des composés de l'acai sur les cellules tumorales en laboratoire ainsi que dans certains modèles animaux de cancer colorectal. Et oui, et là tu comprends pourquoi je m'y suis tant intéressée. Évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'une souris. Alors, certaines d'entre elles ont observé une diminution de certains marqueurs associés à la progression tumorale, ainsi qu'une augmentation de mécanismes naturels d'élimination des cellules tumorales. Ce mécanisme étant appelé l'apoptose. Lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, voilà exactement le genre de piste qui mérite d'être explorée davantage et partagée sur YouTube. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Préclinique ne signifie pas clinique. Ça ne veut pas dire que l'acai prévient ou traite le cancer chez l'être humain. Ça signifie une chose, ce petit fruit amazonien possède vraiment un profil suffisamment atypique, suffisamment intriguant pour que les scientifiques veuillent bien continuer à lui consacrer du temps, de l'énergie et des moyens de recherche, ce que j'espère bien évidemment. Maintenant, et c'est précisément à ce moment-là qu'une autre question a commencé à me travailler, je dirais depuis un événement en février qui m'a profondément marquée. Alors comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec Dawson. Tu connais Dawson? Et je vais te faire une confidence. Moi d'ailleurs je suis Cathy Holmes sur Instagram. Après chacun ses petites habitudes, moi ça me détend. Mais au-delà de ça, lorsque j'ai appris que James Van Der Beek était décédé d'un cancer colorectal à seulement 48 ans. Attends, moi j'en ai 44. Eh ben évidemment, ça a créé chez moi un véritable électrochoc. Parce que à travers lui, c'est pas juste une statistique qu'on obtient. C'était quelqu'un de notre génération. Et je me demande si toi aussi, tu as déjà vécu ce moment particulier où, tu sais, ce moment où un problème de santé qui semblait
lointain, tout d'un coup, il devient soudainement beaucoup plus proche pour toi. Dis-moi en commentaire si ça t'a aussi fait cet effet. En tout cas, aujourd'hui, les chercheurs observent une augmentation vraiment préoccupante des cancers colorectaux chez des personnes de plus en plus jeunes. À l'époque, on parlait de cancer colorectal, à 50 ans. Dans la famille de mon mari, il y a eu plusieurs cancers colorectals, mais c'était souvent associé à des seniors. Aujourd'hui, des personnes de plus en plus jeunes, on parle maintenant de quarantaine. Et personne ne possède encore toutes les réponses. Mais une chose est certaine, notre alimentation, notre environnement et notre mode de vie suscitent vraiment de nombreuses interrogations. Et peut-être que la question la plus intéressante, en fait, c'est pas seulement de savoir ce que les chercheurs découvrent aujourd'hui à ce sujet, mais c'est aussi de comprendre ce que certains peuples avaient déjà observé bien avant eux. Parce que bien avant les publications, bien avant les laboratoires, et bien avant que le mot antioxydant n'existe, des peuples amazoniens accordaient déjà une place particulière à la saillie. Et pour eux, c'était évident, le pouvoir de la saillie. Et c'est précisément là que l'histoire devient véritablement fascinante. Parce que ce que les peuples amazoniens avaient compris de la saillie pourrait aussi expliquer pourquoi la recette que je vais te partager en fin de vidéo est si différente de tout ce qu'on voit habituellement sur les réseaux sociaux. En tous les cas, si ce type d'exploration te passionne autant que moi, quand la science et les traditions humaines et la santé digestive commencent à se répondre, eh bien, pense à t'abonner à cette chaîne. Et c'est précisément là que l'histoire devient véritablement fascinante. Plus je me suis intéressée à la saillie, plus une question a commencé à me travailler. Pourquoi ce fruit? Pourquoi lui? Je suis allée en Amazonie. Après tout, l'Amazonie, elle regorge de fruits extraordinaires. Des fruits plus gros, plus goûtus, plus colorés, plus parfumés, plus. Et pourtant, génération après génération, certaines populations amazoniennes ont continué à récolter, consommer et transmettre autour de la saillie. Et c'est là que l'anthropologue commence à observer quelque chose d'intéressant. En fait, nous, on regarde la saillie avec des yeux d'occidentaux. C'est-à-dire qu'on pense immédiatement aux açaï bowls, aux granola, aux fruits frais, aux slices de bananes, aux cafés branchés, aux réseaux sociaux, aux açaï express. En fait, au Portugal, ils sont légion ici. Mais pourtant, dans les régions amazoniennes, où la saillie est consommée depuis des siècles, c'est pas du tout de cette manière qu'il est consommé. La saillie n'était pas perçue comme une gourmandise, c'était une vraie nourriture. Et également dans certaines régions du nord du Brésil, la saillie est traditionnellement transformée en une pulpe épaisse de fruits appelée vinho de açaí, le vin d'açaï, littéralement. Oui, j'ai vécu au Brésil. Saudade du Brésil. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, il ne s'agit pas d'une boisson alcoolisée. C'est une préparation dense et nourrissante qui est souvent consommée pour accompagner des plats salés avec de la farine de manioc, du poisson, des crevettes, parfois de la viande séchée, carne sec. Et la première fois que j'ai découvert ça, j'étais assez surprise. Et après, j'ai regardé la composition nutritionnelle de la saillie et évidemment, ça a fait sens. Écoute bien ce que je vais te dire, tu vas avoir la même évidence que moi. En fait, cette manière de le consommer commençait à prendre tout son sens quand tu réalises la chose suivante. La saillie, c'est un fruit très atypique. Il contient relativement peu de sucre, même moins que la myrtille, qui à la base est généralement connue pour contenir peu de sucre. La saillie est aussi naturellement pauvre en FODMAPs. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les profils sensibles. Et plus étonnant encore, la saillie est riche en lipides pour un fruit, c'est-à-dire riche en graisse. Il se rapproche plus à ce niveau-là de l'avocat. Sa texture est épaisse, nourrissante, rassasiante. Autrement dit, lorsqu'on regarde sa composition, la saillie ressemble beaucoup moins à un fruit rouge classique qu'à un aliment capable de participer à un véritable repas rassasiant. Et tout à coup, les habitudes alimentaires des populations amazoniennes, forcément, elles deviennent beaucoup plus compréhensibles maintenant. Parce que quoi? Le manioc porte de l'énergie. Il va jouer un peu son rôle de féculent. Le poisson, les crevettes apportent les protéines. Et la saillie va apporter sa texture, ses lipides, ses composés végétaux. Et voilà, nous obtenons un plat complet. Alors que dans les sociétés occidentales, nous voyons la saillie plutôt comme un dessert. Eux, on avait fait une source d'énergie et de satiété intégrée dans un véritable repas. Et je dois reconnaître que
leur manière de consommer l'açaï est beaucoup plus en alignement avec la philosophie de la méthode Tilara que la manière Instagram de consommer l'açaï. Chez les personnes ayant un système digestif sensible, j'appelle souvent ces personnes les Tilarons, ils suivent la méthode Tilara, eh bien les matières grasses sont souvent beaucoup mieux accueillies par leur système lorsqu'elles s'inscrivent dans un repas complet, lorsqu'elles sont intégrées, plutôt que lorsqu'elles sont consommées de manière isolée. Par exemple, ils vont avoir tendance à mal supporter un avocat pris tout seul. Lorsqu'on regarde la manière dont certaines populations amazoniennes associent l'açaï au manioc, au poisson, aux crevettes, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça étonnamment pertinent. Et d'ailleurs, si tu apprécies cet univers de la méthode Tilara, tu trouveras également sur cette chaîne de nombreuses auto-hypnoses du côlon, donc dédiées au côlon lui-même et à la santé digestive en général. Et j'y utilise souvent les paysages tropicaux, les îles lointaines, les palmiers, la forêt ou l'océan comme porte d'entrée vers davantage de calme, de sérénité intérieure et de collaboration, de co-construction avec le corps. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à la playlist de ces auto-hypnoses. Pour revenir à l'açaï, l'anthropologie nutritionnelle va pas demander seulement ce qu'un aliment contient. Ça, tu peux le savoir tout seul. Elle va se demander aussi comment les peuples qui le consommaient depuis des générations avaient choisi de l'intégrer à leur vie quotidienne. Parce que avant les laboratoires, avant les publications scientifiques, avant les statistiques, avant tout ça, les êtres humains observaient déjà le vivant. Ils regardaient déjà quels aliments leur apportaient de la force pour traverser leur journée, lesquels soutenaient leur quotidien, lesquels méritaient d'être transmis aussi à leurs enfants d'une certaine manière, etc. Et lorsqu'un aliment traverse les générations, lorsqu'il est préparé par des mères à l'époque, des grands-mères, puis transmis à leurs descendants, eh bien forcément, il finit par raconter quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Il raconte une histoire, un système culturel, une mémoire collective. Et plus je découvrais l'histoire de l'açaï, plus une autre question commençait à émerger. Pourquoi ce fruit me touche-t-il autant personnellement? Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que mon histoire avec l'açaï avait commencé bien avant mes recherches d'anthropologue. Et peut-être que cette histoire, elle est un petit peu similaire chez toi. Alors avant de te partager cette fameuse recette, cette dernière chose que j'aimerais te raconter, parce qu'en fait c'est en comprenant ce que représente l'açaï pour moi, que tu vas aussi comprendre pourquoi j'ai choisi de l'intégrer comme tel dans cette recette. Mon père est brésilien et même si j'ai grandi en Suisse, j'ai toujours ressenti une fascination particulière pour les régions tropicales. Depuis que je suis enfant, les palmiers, c'est toute une histoire. Les palmiers évoquent pour moi la chaleur, la douceur de vivre, la liberté et l'abondance. Et ça transpire dans la méthode Tilara, à tel point que j'ai même une Tilaronne qui s'est fait tatouer un palmier sur son corps pour symboliser cette douceur de vivre et cette liberté. Et c'est en préparant cette vidéo que j'ai compris quelque chose qui m'a profondément touchée. En fait, dans la méthode Tilara, c'est une méthode, je rappelle, qui accompagne les personnes vivant avec des troubles digestifs, particulièrement la rectocolite. Eh bien, on commence souvent avec des aliments très basiques, très terreux, simples comme le riz ou la pomme de terre. Vraiment des aliments qui poussent dans la terre. Comme si l'organisme avait d'abord besoin de retrouver ses racines, sa stabilité, ses fondations, pour pouvoir ensuite plier sans casser face aux tempêtes. Et ensuite, progressivement, lorsque le corps retrouve davantage de force, de résilience, eh bien, on intègre d'autres aliments et ils vont trouver leur place progressivement. Et je trouve fascinant que l'açaï pousse tout en haut du palmier. Les petits larrons travaillent justement à grimper le palmier symboliquement pour atteindre la liberté finale. Et comme s'ils représentaient l'étape suivante du voyage. Non plus pour les racines, mais pour les fruits. Non plus pour la reconstruction, mais pour l'abondance. Et peut-être c'est pour ça que l'açaï me touche autant. Parce qu'au fond, je regarde cette petite baie violette suspendue tout en haut de son palmier et j'y vois pas seulement un fruit. J'y vois la récompense d'une ascension, la récompense d'un chemin. Et justement, la recette que je vais te partager maintenant raconte parfaitement cette rencontre entre ce qui pousse dans la terre et ce qui mûrit tout en haut du palmier à l'aboutissement du chemin. Et voilà, on arrive au moment tant attendu de cette recette. Je sais que tu trépignes d'impatience depuis le début, tu vois, comme quoi
tout effort est récompensé. C'est la recette de la crêpioca du palmier. C'est ainsi que je l'ai nommée à tout le monde. Alors pour préparer cette crêpioca du palmier, tu vas avoir besoin d'un œuf bio, de 2 cuillères à soupe de tapioca, c'est de la fécule de tapioca de la marque Darteria. Je précise que cette marque est vraiment importante parce que parmi tous les retours que j'ai eus avec d'autres marques, c'est avec cette marque-là que tu obtiens ce rendu moelleux. Et je dis en passant que je n'ai aucun intérêt particulier à te le communiquer. Je n'ai même jamais eu de code de réduction ou quoi que ce soit avec cette marque-là. Tu as aussi besoin d'une cuillère à soupe de pulpe d'açaï, la plus pure possible, idéalement sans sucre ajouté. Et là, cette pulpe, tu peux la trouver notamment aussi sur le site qui s'intitule Mon Petit Brésil. Pareil, je n'ai pas de partenariat avec eux. Et puis ensuite, il va te falloir un peu de poulet effiloché pour la garniture. Alors, dans un bol, tu vas mélanger l'œuf, la tapioca, la pulpe d'açaï jusqu'à obtenir une préparation homogène. Tu vas verser ensuite le mélange dans une poêle et tu vas cuire à feu doux, pas avec une poêle chaude comme dans la recette classique de la crêpioca, parce que avec l'açaï, ça donne une texture différente qui est peut-être plus sensible. Une fois que la crêpioca est cuite, et bien là, tu vas garnir comme tu l'entends, notamment avec du poulet effiloché, peut-être un peu d'avocat, peut-être un petit peu de légumes que tu apprécies, etc., voire un petit peu de tomes de brebis. Bref, c'est à toi de garnir comme bon te semble et en fonction de ton équation. Alors, je sais que cette association viande açaï peut sembler surprenante, mais tu vois, on a pris l'habitude de voir l'açaï accompagné de bananes, de granola, de miel. Et pourtant, dans certaines régions amazoniennes, eh bien l'açaï, comme on l'a vu, il est intégré à des véritables repas accompagnés de poissons, de crevettes, de toute autre source de protéines. Et c'est précisément ce qui m'a donné envie d'explorer plutôt cette version. Une rencontre entre les aliments simples qui poussent dans la terre, les protéines et les fruits qui mûrissent tout en haut du panier. J'ai appelé cette recette la recette crêpioca du panier. Elle symbolise à sa manière le chemin que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. D'abord retrouver ses racines, puis accueillir les fruits. Alors maintenant, tu observes, tu expérimentes, écoute ce que ton corps te raconte à travers cette recette. Et si tu aimes ce type d'exploration, sache que la box Tilara Montcolon Calme regorge de nos recettes inspirées de traditions alimentaires du monde entier. Et elles sont revisitées à travers le regard Tilara. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à la partager à quelqu'un qui aime comme toi l'intelligence du vivant autant que moi.